Certains voudraient que vous baissiez les yeux. Bientôt, vous ne pourrez plus boire ou manger comme autrefois. Avec le Covid, on vous a caché la vérité sur les masques et le dépistage massif. Petit à petit, ce que l'on pouvait dire hier n'est plus possible aujourd'hui. Google et YouTube nous pénalisent. Ce n'est pas un hasard si la loi Avia qui restreint nos libertés est la première loi votée après le confinement. On commence à vous habituer à obéir servilement et pister vos déplacements. Petit à petit, on vous apprend la soumission. Mais il y a des lueurs d'espoir. Ne les gâchez pas. Entrez en résistance. Vous avez les clés de TV Liberté. Nous sommes toujours très heureux sur TV Liberté d'accueillir le général Didier Tauzin. Mon général, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous pour la publication d'un ouvrage publié dans l'urgence, Rebâtir la France après le Covid-19 sur le rock. Comme vous le dites en exergue de ce livre, votre esprit et votre cœur n'ont pas été confinés pendant la période des mois de mars, avril et mai, et vous avez travaillé sur cette après-crise sanitaire pour la France. Alors tout d'abord, dès l'ouverture de cet ouvrage, on voit que vous y tenez, vous faites un rapprochement entre l'attitude des soignants, des aides-soignants, pendant cette crise, avec nos soldats, quand ils sont engagés pour la France. Oui, oui. L'attitude des soignants dans cette affaire m'a ému, comme beaucoup de Français, je les ai admirés, comme beaucoup de Français, comme je crois tous les Français d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont eu un comportement admirable, jusqu'à donner leur peau. Mais ça, c'est proche de notre métier. C'est ce que nous faisons. Nous avons des missions. Nous ne savons pas si nous reviendrons. J'ai ramené personnellement plusieurs gamins de 20 ans entre quatre planches. C'est ça, ça a été leur métier eux aussi. Eh bien, il y a une proximité. C'est un métier de service. Voilà. Et il y a des métiers de service comme cela qui ne sont pas suffisamment mis en exergue, mis à l'honneur dans notre pays. Et je crois que peu ou prou, la plupart des métiers devraient tendre à être des métiers de service. Les métiers d'enseignants, par exemple, ce sont des métiers de service, mais au sens le plus fort du terme. Et il y en a bien d'autres. Voilà. Donc oui, je me suis senti très proche de ces gens-là, du fait de ce sens du service et de cette capacité difficile de donner sa peau pour les autres. Il y a un sous-titre, Rebâtir la France, sur le rock. Oui, alors il ne s'agit pas du rock ROCK, bien entendu. Non, rock ROC. Du rock ROC, c'est une référence à une parole de l'Évangile, tout simplement. Hein. La maison bâtie sur le sable qui s'écroule dès qu'il y a une tempête, et au contraire, la maison qui est bâtie sur le roc, elle tient. Or, la maison en France a été bâtie sur le sable depuis 50 ans. Nous avons tout fait pour qu'elle soit fragile. Et aujourd'hui, elle est très fragile. Il faut donc la rebâtir sur quelque chose de solide qui lui permette d'envisager l'avenir avec sérénité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quel avenir pouvons-nous envisager ? Eh bien, éventuellement, une guerre ethnique, religieuse, raciale, de plus en plus, sociale, etc., un effondrement économique. Pourquoi ? Parce que nous avons bâti la France sur le sable. Il faut la rebâtir sur le roc. Alors, c'est vrai que vous annoncez que vous évoquez cette crise mondiale, cette crise économique, financière notamment, mais vous faites quand même, et vous voulez aussi, là, en exergue un peu de votre propos, faire un constat positif, même encourageant. Vous dites, eh bien, par la force des choses, il y a eu le retour au réel. C'est quoi pour vous, le retour au réel ? Bien, d'abord, si vous voulez, dans tous les moments difficiles, il faut chercher à voir ce qui va nous permettre de rebondir. D'ailleurs, je crois que c'est la définition chinoise du mot crise. Je ne connais pas le chinois du tout, hein, mais la crise pour les Chinois, c'est une opportunité de rebondir, de faire mieux. Eh bien, c'est ça là qu'il faut voir dans une crise comme celle du Covid et toutes les crises. Et là, en l'occurrence, eh bien, si vous voulez, ça nous a remis les pieds sur terre sur certains points. Qu'ont fait les gens ? Ils sont recentrés sur leur famille. On a enfin conçu les frontières comme ce qu'elles doivent être, des portes qu'on peut ouvrir pour accueillir, mais qu'on peut fermer quand on a besoin, etc. Et donc ça a aussi replacé quelque chose de très important. L'homme est grand.
Et on a tendance, depuis des décennies, à le rabaisser, toujours le rabaisser, à en faire un producteur, consommateur, futur vieux machin gêneur, tout juste le mot pour l'euthanasie. Voilà. C'est ça la pente vers laquelle nous sommes. Or, l'être humain est grand. Et les médecins, les soignants en général, nous l'ont montré. Eux, il est grand, mais il est prêt à donner sa peau, dans certaines circonstances, bien entendu. C'est ça, l'homme est grand. Alors, crise sanitaire, elle a été révélatrice de grandes formes d'héroïsme, quasiment. Bien sûr, oui. C'est ce que vous dites. Elle a été aussi révélatrice de grandes insuffisances de notre société. Elle nous a aussi, dites-vous, rappelé la vraie vocation de ceux à qui on a confié le pouvoir politique. Le pouvoir n'a pas à tout faire, tout décider, tout organiser. Quelle est votre vision? Quelle est la vraie mission de l'État pour vous? Si vous voulez, je suis, un fervent partisan de ce qu'on appelle la subsidiarité. Cela vient d'une conception de l'homme. Je l'ai dit tout à l'heure, cette crise nous a démontré que l'homme est grand. Or, l'homme, c'est ce qu'il y a de plus grand dans l'univers. Il ne faut jamais oublier que notre civilisation est fondée sur une conception de l'homme un peu moindre qu'un dieu, comme dit le roi David. Un peu moindre qu'un dieu. Vous imaginez un petit peu quelqu'un à qui l'univers a été confié pour qu'il règne sur l'univers, à condition de respecter les lois qui ont été inscrites par le Créateur dans cet univers. Donc l'homme est grand. Donc tout homme étant grand, eh bien il faut lui donner l'occasion de s'épanouir, de faire au mieux de ses possibilités. Et donc tout ce que lui peut faire, eh bien l'État n'a pas à le faire. Tout ce que lui ne peut pas faire, il doit le demander à par exemple la commune, par exemple l'école, quand lui ne sait pas donner l'école à ses enfants, de le faire. Mais aujourd'hui, l'État fait tout. Si bien qu'il nous déresponsabilise complètement. Et il faut re-responsabiliser les gens. L'État, sa mission prioritaire, c'est la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, la monnaie, les affaires étrangères. Et ça, il doit le faire parfaitement. Et nous, peuple souverain, devons exiger de l'État qu'il le fasse parfaitement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et de loin. En revanche, il s'est impliqué dans des quantités de missions qui ne devraient pas être les siennes, pardon. Je pense à l'éducation nationale que nous avons héritée de Jules Ferry, la Troisième République. Mais, attendez, on marche sur la tête. Parce que l'enseignement des enfants, l'instruction des enfants, c'est une mission prioritaire des parents. Bien sûr, beaucoup de parents ne sont pas capables d'instruire leurs enfants comme il le faut. À l'État de définir les règles, et ensuite les parents soit le font eux-mêmes, soit se font aider par une école privée, une école publique quand il n'y a pas d'école privée. L'État là doit avoir un rôle subsidiaire d'aide. Il doit fixer des règles. Tous les enfants doivent savoir lire et écrire français à 10 ans. Et on fait passer un examen à tous, quels que soient les moyens, compris les parents, pour leur faire apprendre. Ensuite, il doit faire respecter, par exemple, les lois tout ce qui est relatif au bien commun. On n'a pas le droit en France d'enseigner que la femme est inférieure à l'homme. Intrinsèquement. On n'a pas le droit de proposer des enseignements qui mettent en danger l'unité nationale. Bon, ça, c'est le rôle de l'État. Il doit le faire respecter. En dehors de ça, eh bien, c'est aux parents, à des associations de parents pour faire des écoles, et in fine, s'il n'y a pas d'association de parents, à l'État, et qui vient en rôle subsidiaire tant que les parents ne peuvent pas le faire. Alors, parmi les mesures d'urgence destinées... C'est un peu dur ce que je dis peut-être à entendre aujourd'hui, mais je crois vraiment qu'on peut faire comme ça, et on devrait tendre vers ça. Les mesures d'urgence que vous prenez, bien évidemment, il y a le rétablissement, vous l'avez dit à l'instant, de la sécurité et de l'ordre intérieur. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux troubles que l'on voit menés par l'extrême gauche, organisés, ou alors même aux guerres ethniques, raciales, comme on l'a vu dans une banlieue de Dijon? Alors là, je vais peut-être de m'attirer des ennuis, mais d'abord, il faut mettre de l'ordre dans le gouvernement. Entendre le ministre de l'Intérieur critiquer la police sous prétexte que quelques policiers se sont peut-être mal conduits, c'est inadmissible. Je ne comprends pas que le président de la République ne l'ait pas encore mis à la porte. Parce que, oui, il y a certainement des gens qui se conduisent mal dans la police, comme dans la gendarmerie, comme dans les enseignants, comme partout, dans l'armée. C'est pas pour ça que toute la police est composée de racistes. C'est faux. Et s'il y a des racistes, eh bien, que le responsable y mette de l'ordre. Nous avons un dicton dans l'armée, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. La responsabilité
de l'ordre dans la troupe, du fait que les policiers et les gendarmes remplissent bien leur mission, c'est la responsabilité du ministre. Il n'a pas à dire sur la place publique que les policiers que la police est composée de racisme. C'est impensable. Première chose. Deuxièmement, il faut, dans une affaire pareille, sortir des logiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, du moins pour les hommes politiques, qui ont comme fond de tableau, si je peux dire, la prochaine élection. Voilà. Ils ne pensent quasiment qu'à ça, la prochaine élection. Mais il y a la France aussi. Hein, et au-delà de leur élection ou réélection éventuelle, mais la France continuera. Elle existe depuis 1500 ans. Le peuple de France, la nation française, grosso modo, a 2000 ans d'âge. Vous imaginez un petit peu? C'est l'une des nations les plus anciennes de la Terre. C'est pas 4 ou 5 ans qui... c'est pas sur 4 ou 5 ans que ça se compte. C'est sur de très longues durées. Donc, il faut que ces gens-là réfléchissent à ce que doit être la France, quelles sont les valeurs fondamentales et ce qui fait la solidité de la nation. Ensuite, il faut désigner les coupables. Or, les coupables dans cette affaire-là, les fauteurs de troubles, pardon, ce sont vous l'avez dit, pour certains, des ultra-gauches, etc. En fait, on a laissé s'installer en France un esprit marxiste, révolutionnaire, comme dans beaucoup de pays occidentaux d'ailleurs, hein, qui nous pourrit complètement. On a laissé s'installer une culture du conflit permanent, de la revendication permanente, il n'y a plus de responsabilité personnelle, etc. Il faut désigner les coupables et puis les empêcher de nuire. Parce que si un policier, un gendarme est obligé de sévir, c'est qu'en face, il y a quelqu'un qui l'oblige à sévir. Il est là pour maintenir l'ordre. C'est sa mission, le policier. Mais il le fait. C'est logique. Hein. Mais il faut désigner les coupables. Le gouvernement, le chef de l'État, éventuellement, doivent désigner les coupables et faire en sorte qu'ils arrêtent de nuire à la France. On voit la nécessité d'un retour à l'ordre, sécurité intérieure. Et il y a toujours des voix qui se sont élevées, y compris pendant la crise sanitaire, en disant « mais pourquoi on ne fait pas intervenir l'armée ? Pourquoi, dans la crise sanitaire, on ne fait pas intervenir l'armée ?» Elle est intervenue, notamment à Mulhouse. Oui. Mais de manière, j'allais dire, très forte. Et pour rétablir l'ordre, on dit aussi « mais pourquoi on ne fait pas intervenir l'armée ?» Vous êtes général, vous avez été bien évidemment sur tous les théâtres d'opération à l'extérieur, mais vous avez aussi dirigé en France des secteurs pour l'armée française. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Faire intervenir l'armée? C'est vraiment l'ultima ratio, c'est vraiment la dernière chose à faire. Les responsables du maintien de l'ordre sont la police et la gendarmerie en France. Si vraiment, in fine, ils ne suffisent pas, eh bien, on fait intervenir l'armée, mais le moins possible. Parce que quand l'armée intervient contre une partie du peuple, non, c'est vraiment très mauvais. Son travail à elle, sa mission à elle, c'est plutôt, dans certaines circonstances, qui peuvent très bien se produire assez rapidement. Hein. Il faudrait qu'on parle tout à l'heure de l'Europe et de la Grèce. Hein. Eh bien, par exemple, hein, ou du reste du monde. Hein. Mais sa mission à elle, c'est d'abord assurer la sécurité extérieure du territoire national. Sa mission au Mali, elle est importante. Il est très important aussi qu'elle envisage les crises qui viendraient de l'extérieur dans un avenir plus ou moins proche. Et il y en a quelques-unes qui se dessinent. C'est ça la mission de l'armée, c'est pas d'intervenir dans les banlieues. Sauf si vraiment, à un moment, si vous voulez, la police et la gendarmerie sont dépassés. Mais là, on passe à un autre état. Là, vous avez, bien évidemment, pendant 36 années, fait votre carrière, votre mission militaire pendant 36 années. Et est-ce qu'au moment où je vous parle, vous vous dites que si l'armée française avait à intervenir dans un cas extrême, dont j'ai bien compris celui que vous évoquez, est-ce qu'elle serait en capacité de le faire? Vous savez, nous avons... voilà encore un point sur lequel l'État n'a pas rempli ses missions. Nous avons réduit les forces militaires comme peau de chagrin. La France, aujourd'hui, a une armée de terre. Si mes chiffres sont exacts, nous avons moins de 100 000 militaires pour l'armée de terre prêts au combat. Je ne parle pas des gens qui sont dans les soutiens, je ne parle pas des administrations, etc., mais moins de 100 000 qui sont prêts au combat. Pour un pays de près de 70 millions d'habitants, dans un monde en ébullition. Voilà. Alors que l'armée est aussi
un facteur de solidité nationale, de consolidation de la nation. On a laissé cet outil qui est une perle pour la France. Parce que l'armée, elle est belle, l'armée française, elle est belle. Hein. On a laissé cet outil dépérir, pour des raisons, encore une fois, idéologiques. Depuis mai 68, tout ce qui est militaire est mis de côté par la plupart. Voilà. Et ça, c'est dramatique. Il faut relancer l'armée, lui donner beaucoup plus de puissance, beaucoup plus, donc de finances, bien entendu, hein, et une place plus importante au cœur de la nation, parce que certains généraux avec lesquels je ne suis pas d'accord disent qu'il faut que l'armée se recentre sur son cœur de métier, qui est la guerre. Oui, non. Le cœur de métier de l'armée, c'est la paix par le moyen éventuel de la guerre. Par le moyen éventuel de la guerre, c'est très différent. Et deuxièmement, dans un pays comme la France, une autre mission essentielle de l'armée, c'est de contribuer en permanence à la cohésion nationale. On a besoin d'une armée aussi pour cela. La cohésion nationale, l'unité nationale, l'identité nationale, ça nous ramène bien évidemment à cette campagne de 2017 que vous faites avec cette grande charte pour la France proposée aux Français. Vous n'avez pas pu être candidat, mais vous considérez encore que le message est important à transmettre. Ah, c'est ultra important. Tout à l'heure, au tout début, vous m'avez demandé pourquoi sur le roc. Hein, je vous ai dit parce que nous avons construit notre pays depuis une cinquantaine d'années sur le sable. Pour reconstruire une solidité nationale, une unité nationale forte, il faut avoir des repères communs. Or, aujourd'hui, nous n'avons plus de repères communs. Ou très très peu, à part... bon, enfin, peu importe. Voilà. Et nous n'avons plus de repères communs. Il faut refaire des repères communs, et ceux-ci doivent transcender la nation. Je suis intimement persuadé que si on a comme repère commun quelque chose qui est, pardonnez-moi, au ras des pâquerettes, ça ne marchera pas. Hein. Il faut plonger dans l'être profond de notre pays, dans l'histoire de notre pays, pour en sortir ce qu'il y a d'essentiel, ce sur quoi nos ancêtres ont fait la France. Et quand on y regarde attentivement, eh bien, ils se sont abreuvés à ce que j'appelle un grand fleuve civilisateur, qui nous vient de la Grèce antique, de la Rome antique et du christianisme. C'est ça qui a fait la France. C'est à partir de cela que nos ancêtres ont fait toutes les cathédrales, qu'ils ont fait la langue française, etc. Hein, et toute la littérature. Elle est fondée, cette civilisation, sur une conception de l'homme, qui nous vient donc de la Grèce, de Rome et du christianisme. L'homme est grand. L'homme est grand. Il n'y a rien au-dessus de lui. Pourquoi est-il grand? Parce que le Créateur ou la nature l'ont voulu tel. L'ont voulu tel. Et il est promis un immense destin, si vous voulez, à condition de respecter les lois qui sont écrites dans la nature. Destin, général Tauzin, destin, oui, le vôtre. Il a une vocation gigante. Et le vôtre. Car en 2017, vous êtes candidat à la présidence de la République, vous n'avez pas atteint les 500 signatures qui vous permettent de prétendre à faire campagne. Une précision. Officiellement, je n'ai eu que 84 parrainages. Mais il y a plus de 500 maires qui m'ont dit « je vous parraine ». Et après la clôture des parrainages, j'ai téléphoné à quelques-uns d'entre eux pour dire « alors, vous deviez me parrainer ». Mais oui, mais je l'ai envoyé, mon parrainage. Il n'était pas sur la liste. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, je ne sais pas où exactement, j'ai un peu mon idée, mais je crois pouvoir affirmer que réellement, j'ai dépassé les 500 parrainages et peut-être les 600. Donc, officiellement 84. Pas de candidature néanmoins. Voilà. Et vous étiez resté ici, notamment sur un constat qui était celui qu'il fallait rebâtir la France à partir d'un fait simple. La République, la Ve République tout au moins, est morte. Et là, je vous retrouve avec rebâtir la France après le Covid-19 en disant, ben écoutez, voilà ce que je propose moi maintenant, c'est que nous fassions un gouvernement d'exception et vous faites appel à Emmanuel Macron pour le diriger. Est-ce que c'est vraiment bien raisonnable? Alors, comment faire autrement? Il y a plusieurs options. Demander à Emmanuel Macron de partir. Bon, qui suis-je pour demander à Emmanuel Macron de partir? Certes général, mais lui, président de la République quand même. Hein. Déclencher, c'est ce que m'avait demandé, ça, proposé certains gilets jaunes à un moment que j'ai refusé, déclencher une insurrection. Non, c'est ignoble. Je ne vais pas me faire, initiateur d'un bain de sang sur mon pays, en tout cas. C'est évident. Et puis la troisième chose, c'était de rester dans la réalité d'aujourd'hui. Le président Macron, que
vous ayez voté pour lui ou non, et pour moi pareil, eh bien, il est président de la République. Il est président de la République. Donc, il est le responsable devant la France et devant Dieu. Hein? Et donc, moi, je lui dis, Monsieur le Président, je vous suggère vivement de, maintenant, étant donné l'état de la France, la situation prévisible à court, moyen et long terme, je vous suggère un gouvernement d'exception pour abandonner ce sable dans lequel nous nous vautrons depuis des décennies et reconstruire la France sur le roc. Il faut une période transitoire. C'est quoi un gouvernement d'exception dans votre esprit? C'est-à-dire un gouvernement avec vous, avec d'autres, avec qui? Avec des gens, si vous voulez, qui sont prêts à... Comment dire? D'abord, des gens qui seront au service de la France. Au service de la France. Si vous demandez à François Bayrou, à Manuel Valls ou à Édouard Philippe, ils vont dire qu'ils sont au service de la France, qu'ils le prouvent au quotidien, etc. Beaucoup vont le dire, l'ont-ils prouvé? J'en suis pas certain, d'accord? Et ça aussi, il faut demander aux Français. Il y a cette vox populi dont parlaient les anciens. Quand vous demandez aux Français de base, par exemple les Gilets jaunes, dont je me sens très proche, pour beaucoup, n'est-ce pas? Eh bien, ils les connaissent tous, ces gouvernants. Et ils savent faire la différence, parce que il y a l'instinct populaire, l'instinct normal de l'être humain de base, qui est aussi intelligent que nous, et qui souvent a beaucoup plus je cherche les mots, de réalisme, de bon sens, voilà le mot que je cherchais, beaucoup plus de bon sens. Le bon sens paysan d'autrefois, il existe toujours ce bon sens, même s'il n'y a plus beaucoup de paysans. Ces gens-là savent que des gens comme ceux que vous venez de citer et bien d'autres ne sont pas au service de la France. Et Emmanuel Macron est au service de la France? Il pourrait l'être. Il pourrait l'être s'il le voulait. Je ne suis pas sûr qu'il le soit, voyez-vous, parce que il y a quand même des zones d'ombre sur son parcours et sur les raisons pourquoi il est devenu président de la République. Je ne voudrais pas entrer là-dedans parce que ça serait trop long et je n'ai pas forcément les preuves. Et puis c'est rebattu en permanence dans les journaux. Mais il n'est pas vraiment au service de la France. Il est au service peut-être certainement de l'argent. Mais l'argent est aujourd'hui le Dieu que nous avons, installé à la place du Dieu créateur d'autrefois. C'est le Dieu, donc tout le monde, plus ou moins, est au service de l'argent. Donc lui aussi, il ne pense qu'en termes de gestion, en termes de PIB, en termes de rendement. C'est pas de la politique, ça. C'est pas de la politique. Et la politique, pour quelqu'un qui est au niveau où il est, consiste à voir loin devant pour guider la nation, montrer les chemins vers les sommets. Parce qu'un chef, surtout celui qui gouverne une nation, mais comme celui qui commande un régiment ou une armée au combat, ou des médecins ou des soignants dans la difficulté comme ça, le chef, il doit montrer le chemin pour faire plus, faire mieux, atteindre pas la perfection, on n'y arrive jamais, mais grandir. Les chemins de la grandeur de l'être humain, de la grandeur de la France. Mais le monde, je vous le dis, je l'ai constaté des dizaines de fois, le monde attend que la France se réveille. Et je crois qu'il y a même eu un ministre italien à l'avoir dit il y a quelques années à l'Assemblée nationale française, mais qu'attendez-vous, Français? Réveillez-vous, on vous attend. Est-ce qu'on peut se réveiller avec Emmanuel Macron? Objectivement, non. Objectivement, non. Emmanuel Macron peut-être se réveiller. Et s'il ne se réveille pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez déjà décidé de mettre fin à toute action politique? Parce que vous n'avez pas réussi à être candidat en 2017. Ai-je déjà mis... On va recommencer en 2022. Est-ce que je vous donne l'impression de donner fin à mon engagement politique? Non, je vous pose la question. Voilà. Donc 2017, ça s'est passé comme vous le savez. Après, j'ai eu besoin de me reposer, vraiment, quand même. Et puis j'ai de nouveau réfléchi et écrit. J'ai fait une trentaine de communiqués en 2019 dans le cadre du grand débat national. J'ai rencontré des quantités de gens, notamment des Gilets jaunes. Je suis en relation avec des Gilets jaunes, parmi lesquels on les a beaucoup dénigrés, ces gens-là. C'est dommage, c'est vraiment un tort. Parce qu'il y a dans leur rébellion quelque chose d'extrêmement sain à Yen. Extrêmement sain. C'est le peuple qui souffre et qui voit son pays s'écrouler et qui ne veut pas que son pays s'écroule. Vous ne voulez pas que votre pays s'écroule, qu'est-ce que vous faites maintenant, concrètement, pour l'empêcher de s'écrouler? Comme je l'ai toujours été, je suis à la disposition de ceux qui gouvernent la France pour éventuellement leur donner des idées, et très éventuellement, si cela est décidé, participer à ce gouvernement d'exception.
Je suis à disposition d'Emmanuel Macron ou d'Édouard Philippe s'il le veut. Hein. Et puis si l'affaire ne se présente pas et si la situation le permet, je serai candidat en 2022. C'est tout couru. Hein. Maintenant, y aura-t-il des élections en 2022 ? Je ne suis pas sûr. Parce que la situation, à mon avis, risque d'être très pénible. Très pénible. Et donc, si élection il y a, elle risque de se dérouler dans un climat difficile qui va perturber les votes. Voilà. En 2022, s'il y a 2022, il y aura Marine Le Pen, il y aura bien d'autres candidats qui se font jour. On entend des voix proposant Charles Gave, des voix proposant Éric Zemmour, Philippe de Villiers, Jean-Frédéric Poisson, beaucoup d'autres, j'en oublie certainement. Oui, bien sûr. Vous serez un parmi ceux-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité plutôt de se rassembler, de bien créer sûr, une compagnie et de foncer ? Mais bien sûr, d'accord, mais se rassembler autour de qui et dans quel esprit ? Il y a quelque chose que je décris ici dans ce livre, comme je l'ai fait dans les autres d'ailleurs, qui détruit la France. C'est le système des partis. Ce que De Gaulle appelait le système désastreux des partis, qui tout au long de l'histoire a conduit la France au bord du précipice ou dans le précipice. Et à chaque fois, il a fallu quelqu'un pour redresser la situation, et la France a redémarré. Et elle a redémarré de manière magnifique. Bon, ça a été plus ou moins long, ça a duré plus ou moins longtemps, ça a été plus ou moins efficace, mais chaque fois la France s'en est sortie. Or, le système désastreux des partis a réinstallé sa tyrannie, je dis bien sa tyrannie, depuis Giscard d'Estaing. Voilà. Et puis maintenant, on est en pleine tyrannie des partis. Or, que font les candidats des partis ? Moi, je ne suis pas dans un parti. Je refuse d'être dans un parti. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec tel sur tel sujet, c'est avec tel sur tel sujet. Non. Je peux être d'accord avec beaucoup de gens, peut-être pas trop avec Mélenchon quand même. Hein. Ça m'est difficile, mais quoique. Hein. Ça m'aurait surpris quand même, mais bon. Voilà. Hein. Mais je peux être d'accord avec beaucoup de gens sur telle ou telle chose. Mais s'ils ne sortent pas du système des partis, je ne peux pas travailler avec eux. Parce que c'est ça qui pourrit la France. Il faut changer de système. Les partis sont légitimes, ils ont toujours existé, ils existeront toujours. Mais il ne faut pas qu'ils nuisent à la France. Or, ils nuisent à la France dans la manière qu'ils ont aujourd'hui de vivre et de travailler. Donc, je ne sais pas comment ça se passera. Je ne sais pas comment ça se passera. Mais à mon avis, les choses vont beaucoup bouger maintenant. Parce que je crois qu'il y aura un avant et un après Covid, hein, franchement. Hein. Et aujourd'hui, confusément, plus ou moins confusément d'ailleurs, les Français sentent que ça va mal. La France va mal, l'Europe va mal, le monde va mal. Même le président Macron l'a dit d'ailleurs dimanche dernier. Le monde va mal. Et oui, le monde va mal. Hein. Et les plus grands défis sont devant nous. C'est pas le Covid avec moins de 30 000 morts. Et les plus grands défis sont devant nous. À court terme, c'est l'économie qu'il faut redresser, bien entendu. Hein. Mais à plus long terme, l'unité nationale. L'unité nationale, avec tous ces gens qui sont venus chez nous, qu'il ne s'agit pas pour moi de tuer, de rejeter. Non, ils sont chez nous parce qu'on les a fait venir. Justice. Hein. Mais il faut refaire une unité nationale avec ces gens-là. Et à plus long terme, enfin, l'Europe commence à s'apercevoir du fait que sa population est en train de diminuer en nombre. Mais c'est le grand défi du XXIe siècle. Si nous continuons ainsi, à la fin du siècle, il n'y aura plus d'Europe. J'exagère, parce qu'il n'y aura plus d'Européens, j'exagère encore plus. Mais la population européenne est en train de décroître d'une manière terrible. Et nous avons perdu nos fondamentaux civilisationnels, nous avons oublié notre histoire, nous passons notre temps à la critiquer, comment dire, non seulement à la critiquer, mais à la transformer pour... je prends l'exemple de la colonisation, encore une fois. Hein, on nous dit que c'est un crime contre l'humanité, mais c'est horrible, c'est pas vrai. Il y a deux choses, le colonialisme et la colonisation, qui est une action de terrain. Le colonialisme est une idéologie qui vient d'ailleurs de la théorie de la race supérieure d'Arthur de Gobineau, théorie de la race supérieure dont Hitler a fait son miel, et puis qui en France s'est retrouvé dans ce qu'était à l'époque le Parti socialiste. Le colonialisme, oui, c'est une faute contre l'humanité. Mais la colonisation qui est faite par les hommes de terrain, pardonnez-moi de vous dire, j'étais garde du corps du président Houphouët-Boigny quand j'étais jeune officier.
Et ce grand bonhomme, qui avait été ministre de la 4e République, il ne faut pas l'oublier, à l'époque coloniale. Ça veut dire que la France coloniale n'hésitait pas à demander à des colonisés de venir comme ministre de la France. Il faut le faire quand même, hein, on l'a oublié ça. Eh bien ce grand monsieur me disait, mais nous Africains, devrions bénir la colonisation jusqu'à la fin des temps. Alors, crime contre l'humanité? Non, la colonisation de terrain n'est pas un crime contre l'humanité. Il y a eu des bavures, c'est évident. Le colonialisme, ça c'est autre chose. Merci beaucoup, Général Didier Tauzin. Rebâtir la France après le Covid-19, le Général Tauzin sur le roc, mais aussi sur la brèche.